Qu'est-ce que c'est que l'Union des ambassadeurs? C'est un réseau de professionnels et d'entrepreneurs qui ont décidé de s'installer au Mali pour créer une dynamique de retour dans le pays en faisant du retour au Mali une expérience positive, enrichissante et attirante. Donc de plus en plus de diplômés et porteurs de projets issus de l'immigration, issus de la diaspora africaine, retournent ou décident tout simplement de vivre et d'entreprendre sur le continent. Et l'Union des ambassadeurs se positionne en tant qu'apporteur de solutions pour tous ces porteurs de projets. Alors ce matin, on va voir que la question d'identité s'amalgame de plus en plus à la question d'opportunité sous la forme de l'entrepreneuriat. Et oui, le rêve américain et la douce France de l'époque ont laissé place à l'African Dream, si on peut dire ça comme ça, le rêve africain. Et ici, on va évoquer plus particulièrement le rêve malien, et surtout quand ce dernier concerne les femmes. Donc, on peut dire au Mali que l'entrepreneuriat féminin est bien accueilli dans la théorie par les institutions compétentes pour mettre en place des politiques de développement économique au pays. Et à travers des entreprises et des projets qui sont portés par les femmes. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous retrouvons le même accueil sur le terrain? Est-ce qu'il y a un fossé entre la vision des institutions maliennes et le ressenti sur le terrain lorsqu'on arrive et qu'on est une femme et qu'on souhaite entreprendre? Est-ce qu'on peut dire que la lecture de la recette, elle est plus alléchante que le plat en lui-même? Donc, pour commencer, nous avons une jeune femme qui est franco-malienne et infirmière de formation. Elle a décidé avec deux associés de fonder la maison de l'hibiscus. À travers son parcours, nous verrons comment un grain de curiosité a fait naître une passion et que de cette passion a vu le jour un projet entrepreneurial. Donc, nous verrons ça avec Madame Manuti Baradji, qui est la cofondatrice de la Maison de l'Hibiscus. Ensuite, nous avons une autre panéliste qui, avec 20 ans d'expérience professionnelle en Afrique, elle est diplômée en psychologie sociale et du travail et psychologie clinique ethnopsychiatrie. Elle est la directrice d'une agence de recrutement qui emploie environ 4000 personnes, RMO Mali. Elle est membre du Conseil des investisseurs européens au Mali, le CIEM, et présidente de la Commission des relations extérieures. Nous avons ensuite un panéliste qui est l'heureux élu, le seul homme de l'équipe de panélistes. Donc, Mahamadou Cissé, qui a une maîtrise en langue, littérature et civilisation étrangère. Il s'est rapidement orienté vers l'entrepreneuriat en créant son agence de communication, DMC Communication. En 2019, l'année passée, il a créé la société Ficasso, qui est une grande innovation au Mali, dont l'ancien ministre de la communication numérique parlait hier. Donc, il est le président du Conseil national de la jeunesse malienne en France, qui est un organe pour l'État malien et français sur toute la question de la jeunesse. Ensuite, nous avons Madame Fatou Faye, qui est la manager générale et fondatrice d'une agence de communication qui s'appelle Audacity. Donc, elle est également enseignante dans les universités privées à Bamako. Elle est détentrice d'un diplôme en journalisme, d'un BBA en option communication et d'un master en marketing et intelligence des affaires. Donc, elle capitalise plus de 20 ans d'expérience autour du monde des médias et de la communication. C'est une Sénégalaise, mais malienne, je dirais, qui est installée au Mali depuis 2011 et donc qui a créé son cabinet en 2012. Et elle s'est très vite distinguée, en tout cas sur la place, à travers la qualité de ses prestations. Notre prochaine panéliste est une jeune femme
une franco-malienne qui est soucieuse de la bonne pratique de l'agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Elle est porteuse d'un projet agroalimentaire et c'est à travers une exploitation familiale qu'elle mène son projet avec persévérance. Bienvenue Aminata Conté. Ensuite, notre prochaine panéliste, on dit souvent qu'il y a des personnes qui deviennent des leaders au fur et à mesure que les années passent, mais pour certains, le leadership, ça se passe dès la naissance, c'est inné. Et c'est pour cela que dès son plus jeune âge, Fatoumata Sango, Madame Keïta, a présidé pendant plusieurs mandats consécutifs la Maison des Enfants, la UNICEF. Et donc, elle a pu faire un plaidoyer très jeune à travers le programme YALI au président Obama à la Maison Blanche. Elle est la fondatrice et la présidente de l'Association pour le développement de l'Afrique, qui est une référence en matière de promotion et de formation des jeunes au leadership. En parallèle de ça, elle est cadre supérieur dans l'une des plus grosses banques au Mali et elle a su marquer ses empreintes, les secteurs bancaires, à travers sa persévérance et ses compétences. Donc, bienvenue, Madame Keïta Fatoumata Sango. La panéliste suivante, qui avec plus de 10 ans d'expérience dans la planification et la coordination et la gestion de projets au niveau international, a décidé de fonder une agence de communication. Donc, Sokona Tunkara est détentrice d'un master en sciences humaines et sociales, un master en art plastique et un bachelor en histoire de l'art. Donc, à travers son agence de communication, elle s'est fait connaître et reconnaître à travers notamment tous ses projets et son implication avec des projets avec l'UNESCO. Donc, elle nous en parlera, elle nous parlera en tout cas de son expérience en tant que femme dans ce domaine. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tous les panélistes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais adresser maintenant la première question à Fatoumata Sango, excusez-moi. C'est que, en tant que leader féminin, quelle est votre analyse de l'entrepreneuriat et de la place des femmes dans l'entrepreneuriat au Mali? Vous pouvez activer le micro. Alors, pour cette question tellement vaste, c'est vrai que même une seule conférence ne suffira pas pour faire le tour de la question. Et elle est très, très pertinente, Abi. Mais d'entrée de jeu, ce que je souhaiterais dire, c'est déjà le rôle et la place de la femme, tout simplement. Dans la société africaine en général, malienne en particulier, il faut qu'on situe ce contexte-là. Parce que la femme, c'est vrai que l'homme est le responsable de la famille, du foyer, mais la femme de nature est celle qui gère au quotidien, en fait, de manière opérationnelle ce foyer-là. Il est important qu'on situe ce contexte parce qu'en Afrique, quoi qu'on dise, la femme, elle vit au quotidien ce rôle-là. C'est la mère, c'est celle qui gère les affaires quotidiennes, c'est celle qui éduque les enfants, c'est celle qui se préoccupe du bien-être de la famille et même de la communauté au sens large, on va dire. Et ces préoccupations font que, de nature, la femme africaine, la femme malienne, elle est naturellement entreprenante. Elle est naturellement toujours à l'affût de petites activités. Et ça, on le remarque toutes couches sociales confondues. Et donc, c'est pour ça que ça nous est très familier d'avoir été éduqués et d'avoir baigné en fait dans un environnement où la femme, elle fait toujours quelque chose, un petit commerce, une activité génératrice de revenus. Donc, ça fait partie intégrante quasiment de notre éducation.
d'avoir cette fibre-là. Et je dirais de mon analyse que c'est même dans la famille qu'on appréhende en fait cet aspect entrepreneurial plus qu'à l'extérieur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, dans l'éducation classique au niveau scolaire et même jusqu'à l'université, la culture de l'entrepreneuriat ne fait pas partie de notre éducation. Mais dans la famille, si, parce que nous avons toujours vu nos mères, nos grands-mères se battre au quotidien et chercher à exercer une petite activité génératrice de revenus. Donc ça, ce contexte est très important à situer pour comprendre que dans nos origines, comme on le dit, si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va. Donc, dans nos origines, déjà, c'est là. Maintenant, pourquoi dans la réalité, force est de reconnaître que l'entrepreneuriat féminin n'est pas encore développé. Hein? Quand on parle d'entrepreneuriat, bien souvent, on pense plus aux hommes qu'aux femmes. Alors, on a beaucoup des origines culturelles, des origines sociales et même, je veux dire, religieuses de la place de la femme qui font que sur le plan comment dire, du leadership, de l'autonomisation même de la femme au sein de la société, de la femme comme en fait chef d'équipe, ce n'est pas vraiment l'image qu'on a de nous-mêmes déjà au sein de la société, mais l'image qu'on a de la femme au sein de notre société. Donc ça, ce sont des aspects culturels très importants sur lesquels il faudra travailler à travers le renforcement du leadership des femmes, à travers la prise de conscience des femmes elles-mêmes, qu'elles prennent plus d'initiatives, qu'elles soient plus entreprenantes et que cela s'applique réellement dans la réalité, c'est-à-dire au-delà des petites activités, au-delà des activités génératrices de revenus, par exemple, que ça soit le vrai entrepreneuriat qui soit producteur de richesse, qui puisse créer de la valeur pour la société, pour le pays, parce que tout le monde est gagnant. On voit au niveau gouvernemental, effectivement, depuis plusieurs années, hein, depuis une dizaine d'années, que beaucoup d'efforts ont été faits, que beaucoup de plaidoyers effectués dans ce sens-là, et que de plus en plus, il y a une volonté politique qui est là pour inclure en fait les femmes dans l'écosystème entrepreneurial et dans le développement économique de manière générale. Bon, il faut noter quand même la présence même d'ONU Femmes au Mali et il faut saluer cette présence-là parce que ça traduit une volonté mondiale d'accompagner les femmes de manière générale et de manière particulière d'accompagner l'autonomisation des femmes. Et au Mali, ONU Femmes Mali se fait vraiment remarquer à travers son plaidoyer et les différentes initiatives qu'ils mettent en œuvre pour accompagner l'autonomisation économique des femmes. Donc, vraiment, le thème est très vaste. Je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir détailler plus en profondeur ultérieurement. Par rapport à votre analyse au niveau des femmes entrepreneurs qui sont issues de la diaspora, donc soit qui sont nées et qui ont grandi à l'étranger et qui viennent s'installer au Mali, ou alors qu'ils ont passé leur jeunesse au Mali, qui sont partis quelques années en Occident, donc souvent ça va être la France, le Canada, l'Allemagne, peu importe, et ensuite qui font aussi ce choix de revenir alors qu'elles ont l'opportunité et parfois des excellents postes à l'étranger. Quelle est votre analyse par rapport à ces jeunes femmes-là? Alors, je pense que déjà c'est un grand atout, c'est un engagement de leur part, le retour, parce que ce n'est pas facile, surtout quand on voit qu'on quitte un pays développé, entre guillemets, pour notre pays, mais quoi qu'on dise, on n'a pas de plus grande richesse que sa terre natale et c'est là où on a tout à gagner après tout. Et donc, c'est déjà un engagement de leur part. C'est l'analyse que j'en fais parce que c'est une décision noble, mais elle est très lourde. Alors, dans un premier temps, je pense que l'engagement est d'autant plus important que arrivé sur le terrain, les réalités sont complètement différentes du pays d'où elles viennent, ces femmes-là, où elles ont eu l'occasion de se construire un parcours professionnel aux normes internationales, on va dire, et où l'environnement des affaires et l'environnement entre l'entrepreneuriat inclusif pour les femmes. Ce n'est pas vraiment le cas dans notre pays, malheureusement. Comme je l'ai dit, beaucoup d'efforts sont faits, mais on a encore beaucoup de progrès à effectuer. Donc, il y a beaucoup d'obstacles
et de freins, je pense, qu'elles rencontrent sur le terrain pour les avoir beaucoup côtoyées voilà, depuis très longtemps, pour avoir participé à des conférences et des rencontres à la fois internationales, régionales ou nationales sur la question, pour écouter beaucoup ces femmes-là. Sur le terrain, je pense qu'on est quand même confronté à des réalités qui sont déjà des réalités propres au pays, des difficultés et des obstacles qu'on rencontre ici, mais également des freins que nous avons en tant que femmes, proprement dites. Et donc, et ensuite, des réalités inhérentes aussi à l'environnement même des affaires, au climat des affaires au Mali. Donc, vraiment, c'est noble leur engagement, mais je pense qu'il faut réellement des vraies politiques et des stratégies nationales qui les incluent, qui favorisent et puis qui les attirent davantage. Parce qu'une chose est de venir, de prendre cette décision, mais ensuite, il faut rester. Et s'il faut rester dans un environnement hostile au quotidien, ce n'est pas facile, alors que cette diaspora-là, qu'elle soit féminine ou dans sa globalité, elle est juste nécessaire et indispensable pour notre développement. C'est un pan vraiment crucial pour ce développement-là, on le sait, les chiffres ne sont plus à donner par rapport à leur apport. Et quand elles décident de venir s'installer, l'apport est encore plus significatif. Donc, il faut réellement que nos politiques nationales, nos stratégies intègrent non seulement les femmes, intègrent la problématique de l'entrepreneuriat féminin, mais intègrent surtout une place particulière à ceux-ci de nos compatriotes qui décident de rentrer définitivement pour venir contribuer à la création de valeur, au développement tout simplement de notre pays. D'accord. Merci beaucoup, Fatmata, pour ces propos. Donc là, maintenant, je vais donner la parole et m'adresser à Sokona Tunkara pour qu'elle nous raconte un peu une histoire. J'aimerais savoir, Sokona, comment s'est déroulée votre première installation au Mali? Moi, je suis arrivée à Bamako en 2001, après avoir vécu à l'île de la Réunion et à Mayotte. Donc, j'ai commencé à travailler pour les agences de communication sur place, notamment Starcom, avec Madame Piaille, qui était après ministre de la Culture. Et au bout d'un an, c'est vrai que même si le travail était très, très passionnant, j'ai voulu plus m'impliquer sur des actions culturelles au Mali, et j'ai décidé de monter mon entreprise. Et mon entreprise, et dès le départ, j'ai travaillé beaucoup avec le Musée national du Mali, avec des événements internationaux comme la Biennale de la photographie ou bien Étonnant Voyageur. Ou bien donc au SECO. Donc pour vous dire que je voulais en fait que ce retour au Mali soit aussi lié avec les aspects culturels, et pour moi monter mon entreprise et travailler dans le domaine qui m'intéressait était pour moi une manière d'être de remplir plus mes objectifs que de forcément travailler pour une agence de communication. Donc pendant 10 ans, j'ai collaboré avec ces institutions et ces différents programmes dans le domaine de la culture au Mali. Et ensuite, j'ai eu à organiser une exposition pour l'UNESCO, et depuis là, ils m'ont demandé de travailler avec eux sur la coordination d'activités. Donc ça fait maintenant 7 ans que je travaille à l'UNESCO. Et j'ai eu la chance de coordonner le programme de reconstruction à Tombouctou et de sauvegarde des manuscrits. C'était vraiment un challenge parce que c'était travailler dans un milieu très masculin, travailler aussi autour d'édifices religieux, comme on le sait au Mali, qui sont exclusivement gérés et entretenu par des hommes. Donc c'est vrai que c'était, et en plus à Tombouctou, une ville que je connaissais pas forcément, c'était assez, difficile au début, mais j'ai su, et je voudrais aussi dire que oui, pour une femme, c'est difficile
venir au Mali et de travailler dans ce domaine-là. Mais aussi, je pense que le fait d'avoir une double culture nous permet aussi peut-être, dans un sens, de briser certains préjugés et certains a priori et pouvoir essayer de mener à bien notre mission et collaborer de manière efficace avec tous les partenaires. Bah, merci beaucoup, Sogona, pour cette allocution. Et j'aime beaucoup le terme double présence qui ne veut pas forcément dire double absence, parce que c'est vrai que souvent on a un peu un pied au Mali, un pied en Occident, et ben, en fait c'est une force en réalité et pas une absence. Donc je souhaite maintenant qu'on enchaîne avec une autre histoire, celle d'Aminata Conté. Donc là on a vu le schéma en tout cas d'une femme qui a commencé par travailler et collaborer avec des compagnies donc arrivées au Mali et qui par la suite, au fur et à mesure, a créé son agence. Là, Aminata Conté, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi le métier de la transformation au Mali? En fait, j'ai choisi ce domaine pour réduire les pertes post-récolte, pour améliorer la chaîne de valeur de certains produits. Et en 2012, j'ai fait un voyage entre Dakar et Bamako en bus. Sur le chemin, je me suis rendu compte du gaspillage alimentaire et du fort potentiel du Mali. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que les pertes annuelles varient entre 15 et 30% par manque d'infrastructures de transformation. Alors, pour faire face et lutter contre le gaspillage alimentaire, j'ai décidé de me positionner pour diminuer les pertes en installant une unité de transformation de produits maraîchers. Réduire le gaspillage et les déchets alimentaires peuvent largement contribuer à lutter contre la famine et augmenter les revenus agricoles et aussi d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu évoluer dans le milieu et c'est aussi par rapport à ce constat-là que Compter sur nous est né. C'est une petite structure familiale qui a commencé par l'acquisition d'un terrain agricole à côté de Farabana, dans la région de Kolikoro, c'est à peu près à 30 km de Bamako. C'est mon père qui l'a acheté il y a quelques années. Et quand j'ai été licenciée pour une raison économique en 2019, j'ai décidé de le rejoindre avec l'aide de ma famille. Et on voulait monter un projet qui ait du sens pour nous. Et au Mali, tout est à faire. Hein. Du coup, le champ, c'est de 3 hectares. Il produisait déjà quelques récoltes sans qu'on avait le problème de s'en soucier, quoi. Et ma famille a commencé à semer pour la consommation personnelle. Et petit à petit, on a augmenté la production. Mon père faisait des voyages entre Paris et Bamako. Il a supervisé l'installation d'une clôture, ensuite d'un forage. Il a réussi à trouver un gardien. Donc, depuis 2019, je l'aide à exploiter le verger familial, tout en essayant de pratiquer une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Pour le moment, on propose sur le marché des produits frais, sains et naturels à l'état brut, comme l'arachide, les aubergines, les haricots blancs, le bissap et le gombo. Et nous souhaiterions aussi proposer une gamme de produits à commercialiser. J'aimerais proposer sur la composition des recettes qui ne sont pas assez satisfaisantes pour moi. C'est des recettes de jus de fruits, de confiture, des tisanes aussi. Et on veut s'engager dans la transformation parce qu'on a réalisé qu'il y avait une plus-value et malgré les contraintes liées à l'hygiène et le respect de la transformation. Par exemple, la mangue, quand on va la transformer, elle va générer plus de bénéfices que de la vendre simplement à l'état brut. Donc, depuis ce voyage, j'ai une autre vision sur l'alimentaire et j'arrive aussi à comprendre l'impact économique et social que ça peut générer. Et j'ai aussi compris que promouvoir le développement agricole
permet pour aider au développement d'un pays, quoi. Donc, merci. Et maintenant, je vais donner la parole à Manouti Baradji, qui, elle aussi, est une jeune franco-malienne et qui a cofondé la maison de l'hibiscus avec deux associés. Donc, j'aimerais savoir, Manouti, comment ce projet est né, parce que vous m'aviez dit que c'est la curiosité qui a fait naître en fait une passion. Donc, comment de curiosité vous êtes passé à une passion et de passion à entrepreneur? Donc, comme Abby vous l'a dit, je m'appelle bien Manouti Baradji. Je suis infirmière donc, depuis 13 ans. Et puis, depuis de nombreuses années, en fait, il me trottait dans la tête le fait de vouloir revenir soit au pays, soit de contribuer à ma manière au développement économique. Donc, j'avais plusieurs projets en tête, mais plus dans le domaine de la santé, de par ma profession. Mais à vrai dire, je ne savais pas trop par où commencer. Et ce qui est vrai, c'est que j'avais cette peur de laisser ma famille, mon confort et de venir ici. Donc, ça a quand même cogité. Et il y a 2 ans, je me suis dit, Manouti, lance-toi. Et j'ai fait le choix de devenir entrepreneuse tout en continuant à exercer. Donc, plus qu'un désir, c'était vraiment un besoin que d'entreprendre au Mali pour apporter ma pierre à l'édifice à cette développement. J'ai donc choisi le domaine de l'alimentation et du bien-être en valorisant un produit du terroir qui est l'hibiscus. Et donc, pour répondre à ce que tu disais, c'est pourquoi l'hibiscus, en fait, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour cette plante. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi je me suis tournée vers l'hibiscus, mais voilà, je l'ai choisi et c'est avec celle-ci que j'ai c'est dans l'alimentaire et avec l'hibiscus que j'ai développé mon entreprise. Donc, il s'appelle la maison de l'hibiscus. Alors, on n'est pas 2 au sein de la maison de l'hibiscus. J'ai commencé toute seule et c'est une entreprise familiale en fait. Donc, je travaille avec ma sœur Dura, ma belle-sœur Karima et mon autre belle-sœur Pou. On est très axé sur l'écologie, la biodiversité et on favorise en fait tout ce qui est culture raisonnée et j'espère bientôt bio. Après, le problème du bio, c'est que parfois c'est bio ici et pas forcément, c'est considéré comme bio au Mali, mais pas forcément en Europe. On a également fait le choix, comme nombreux d'entre nous ici, de contribuer au développement économique et social du pays. Mais nous, notre choix, plus particulièrement, il se posait sur le fait de travailler avec les femmes, et ce, pour contribuer à leur émancipation. Et toujours dans cette optique-là, on reverse une partie de nos fonds à une association qui s'appelle DEPPE, qui vient en aide aux veuves et aux femmes démunies qui sont ici au Mali. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on compte œuvrer en ce sens? Nous, on a choisi de contribuer à l'autonomisation des femmes en développant en fait cette culture de l'épargne. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les mœurs ici au Mali. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que cet état d'esprit mûrisse chez toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour avoir une indépendance économique, mais aussi pour leur permettre de réaliser des projets futurs qui leur tiennent à cœur. Donc, il était primordial pour nous de créer ce pont entre nous en France et, comme je disais, on est une entreprise féminine et familiale, et de créer ce pont aussi avec ces femmes qui sont ici au Mali, qu'on soutient et avec nous. Donc, on a ce devoir non seulement de contribuer au développement, mais aussi de faire changer les mentalités. Alors, ce n'est pas tout, c'est un long processus pour pouvoir arriver à tout ce qui est émancipation et autonomisation de la femme. Mais voilà, nous, c'est l'axe qu'on a choisi et tout doucement, on le met en place. Autre chose, en fait, il m'est difficile de parler d'émancipation sans parler de nos mamans, qui ont été, comme je disais au début de nos échanges, une jeune femme, je n'ai pas noté le nom, je suis désolée, mais qui ont été des modèles pour nous dans ce domaine-là. Je vais vous expliquer où je vais en venir. Moi, je vais prendre tout simplement le modèle des mamans que j'avais en France, parce que j'ai grandi en France. Et on les voyait, en fait, se mettre dans le commerce, je ne sais pas si je fais ça comme ça, mais développer des activités dans le commerce, la vente de basin, de maïs, du bissap aussi. Donc, à ce niveau-là, on n'a rien inventé. On a plus essayé de valoriser le produit et d'en faire un produit plus noble qu'on pourrait trouver dans les épiceries.
et puis d'autres choses qu'elles vendaient également, telles que des crèmes et tout ça. Donc, je pense qu'en les voyant faire, ces mamans, ces femmes, en fait, elles ont planté en nous cette graine pardon, qui a germé chez certains d'entre nous et qui nous a donné cette envie d'entreprendre. Donc, qu'on le veuille ou non, elles sont des modèles d'entrepreneuriat au féminin. Elles sont entrepreneurs et avec toutes les difficultés qu'il y avait avec. Elles se sont émancipées, en fait, tout de suite compris que pour pouvoir arriver au bout de ces objectifs, il fallait mettre de l'argent de côté. Donc, elles se sont organisées de différentes manières. Il y avait les tantines, elles ont pu mettre de côté. Elles ont pu soit agrandir leur activité, donc acheter plus de marchandises pour pouvoir en vendre plus, soit certaines ont décidé de construire, on l'a vu ici, des maisons soit au village, soit à Bamako, mais en tout cas d'avoir un projet immobilier. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées éventuellement ou que vous rencontrez encore aujourd'hui? Donc, à vrai dire, en termes de difficultés, pour répondre à cette question, ça n'a pas vraiment été des difficultés, mais plus des challenges pour nous. Parce que déjà, on partait sur un terrain qui était quand même connu. Donc, le bissap, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le jus d'orange, ça plaît un petit peu à tout le monde. Et nous, le challenge, c'était de valoriser cette plante, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la conversation, c'était de la valoriser, de la rendre plus noble et de la faire connaître à travers le monde. Donc, on n'en a pas fait juste une boisson comme ça, on a travaillé sur le packaging énormément. À ce niveau-là, on n'a pas réellement eu de difficulté. Là où je peux dire que c'est un petit peu bloqué, et dernièrement, on a répondu à un appel à projet donc, sur Aviva. Et la grosse problématique, c'était le business plan qu'on n'avait jamais fait en fait. Donc, c'est quelque chose d'assez colossal. Et donc, moi, le conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est que même si on sait que ce qu'on est en train de mettre en place, que le projet est viable, il faut tout de même écrire parce que les banquiers, tous les organismes en tout cas, qui peuvent nous aider financièrement ont besoin de croire au projet. Et donc, pour ça, il n'y a rien d'autre qu'un business plan bien fait. Merci Manouti pour ces propos. Là, maintenant, je vais m'adresser à Valérie Belver. Là, on a entendu plusieurs histoires, en tout cas, de jeunes femmes issues de la diaspora qui nous ont un peu raconté leur installation, comment elles sont passées à l'entrepreneuriat. Et vous, maintenant, en tant que directrice d'une agence de recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en détail à quelle réalité, en tout cas les femmes issues de la diaspora, elles sont confrontées quand elles arrivent au Mali, dans le domaine de l'emploi? Ok, bonjour tout le monde et puis merci beaucoup pour m'avoir fait participer à ce panel, même si je ne suis pas en fait quelqu'un de la diaspora, donc mon prisme est un petit peu différent. Moi, je vais vraiment parler, alors en tant que recruteur, on ne peut pas dire que je sois franchement confrontée à l'entrepreneuriat de la diaspora, puisque moi, je travaille plutôt sur l'emploi salarié. Mais effectivement, j'ai à placer des gens qui viennent de la diaspora et qui recherchent un emploi salarié. En termes d'entrepreneuriat et de femmes, je vais dire que je rebondis un petit peu en même temps, parce que sur ce qui a été dit avant, on parle souvent des femmes et des activités génératrices de revenus. Alors effectivement, l'idée c'est de créer des revenus, mais j'ai envie des fois de resituer qu'en est-il de l'épanouissement de la femme dans son activité professionnelle et dans son activité génératrice de revenus. Quid de sa réussite personnelle, de ses envies de réussir pour elle et pas seulement pour créer des revenus pour le foyer. Et je voudrais préciser aussi que pour moi, le bien-être du foyer n'est pas du seul ressort de la femme. On dit toujours que la femme malienne, c'est le bien-être du foyer, etc. Oui, mais il y a pas seulement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas que son rôle à elle. Ça devrait être un rôle mixte. Maintenant, pour moi, dans l'entrepreneuriat, en fait, personnellement, il n'y a pas de différence entre l'entrepreneuriat féminin ou masculin. C'est avant tout un état d'esprit d'entreprendre. Chaque personne développe son entrepreneuriat et son esprit d'entrepreneuriat selon son parcours, selon son éducation, selon son milieu, etc. Et de la même façon, des grandes études ne font pas forcément des entrepreneurs à succès. On
On connaît plein de femmes rurales ou d'hommes non instruits qui ont créé leur entreprise, qui a été un succès phénoménal. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le fait que, en fait, ça vient plutôt des valeurs intrinsèques de la personne, de chaque individu. Voilà. Et la capacité à s'entourer aussi de ressources dont on a besoin et qui nous manquent, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un métier qui s'est développé énormément, c'est le métier de coach, puisqu'on essaie de développer des skills pour les personnes qui en ont besoin. Après, quelques chiffres quand même qui montrent que la place de la femme dans le secteur privé, alors ces chiffres-là émanent du secteur privé formel, parce que ce n'est pas du tout la même chose dans l'informel. Mais les femmes aujourd'hui, il faut savoir que dans le secteur formel, elles représentent que 19% des employés des entreprises. Elles n'occupent que 12% des postes d'encadrement. Et enfin, elles ne participent au capital que de 15%. Donc déjà, on se rend bien compte que ces chiffres-là, on voit qu'il y a un petit gap quand même et qu'on a vraiment un rôle à jouer. Le Mali aujourd'hui souffre d'un contexte législatif et réglementaire qui est encore peu propice au développement socio-politique, socio-économique des femmes. Après, pour revenir particulièrement à la diaspora, moi, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, puisque moi, je suis plutôt immigrée au Mali, en fait. Mais je dirais qu'il peut y avoir parfois des chocs sur des codes ou des postures. Quand on évolue et qu'on grandit dans un pays où la femme, dans le milieu du travail, a une place, un positionnement accepté, etc., et qu'on arrive au Mali et qu'on n'a pas forcément vécu dans cet environnement, même si on le connaît par la famille, etc., il peut y avoir des fois des chocs sur des postures parce qu'on peut être choqué parce que justement, la femme, on ne lui donne pas la même place ici dans le monde du travail qu'on peut lui donner en Europe, quoi. Donc, il peut y avoir des petits décalages et des petits décalages aussi peut-être de posture, alors à plusieurs niveaux, dans la liberté d'expression, la liberté de s'habiller, enfin, je ne sais pas, il peut y avoir comme ça des petites adaptations à faire qui peuvent être un peu perturbantes. Après, il y a évidemment, en tant que chef d'entreprise et femme, aussi un positionnement qui peut être un peu difficile ici. Je suis bien placée pour en parler quand même. J'ai l'impression qu'on est obligé de redoubler d'autorité, pour se faire accepter. Et je trouve que voilà, on est obligé d'en faire plus que les hommes en fait, pour avoir cette légitimité qui, somme toute, devrait être naturelle. Alors après, je lance ça parce que j'ai bien envie qu'on échange avec mesdames qui sont là sur cette perception. Est-ce qu'elles ressentent ça? Est-ce qu'en arrivant au Mali, il y a eu justement des difficultés? Est-ce que ça a été un peu compliqué? La famille qui est ici, la famille qui est là-bas. Ouais. Moi, je suis persuadée que qu'il y a des petits chocs, même intérieurs, psychologiques, on va dire, qui doivent se jouer quand même. Oui, et d'ailleurs, merci beaucoup Valérie. Du coup, on va lancer le sujet et puis je pense que je vais demander à Fatou Faye de rebondir sur ça et par la même occasion nous parler un peu de son arrivée au Mali et qu'elle nous explique aussi comment s'est passée son intégration. Ok, bonjour Abi, bonjour à tous. Merci de me donner cette opportunité-là. Oui, Abi, moi je suis arrivée, comme tu l'as dit tantôt, je suis arrivée au Mali en 2011, donc ça va bientôt faire 10 ans. Je dois dire que j'ai eu une intégration douce et progressive, pour dire la vérité, mais sans difficulté. Parce que, pour dire la vérité, il m'a quand même fallu du temps, pour ne pas dire beaucoup de temps, pour comprendre en réalité que la compétence et la rigueur ne suffisaient pas forcément pour exceller, et qu'il était important en réalité d'apprendre à avoir une certaine agilité dans les relations humaines.
mais surtout, en fait, accepter que le travail se fasse au rythme des collaborateurs, tout en demeurant en réalité dans un processus de renforcement de capacité continue. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre et je pense que cela a été l'une des grandes difficultés pour ce qui me concerne. Je vais mettre un peu le pied dans le plat. Il faudra aussi reconnaître en fait qu'on ne manquera pas de souvent vous rappeler votre statut d'étranger. Ce qui est propre à tous les pays de la sous-région, il faudra le reconnaître, mais certainement un peu plus poussé ici. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Parfois, on se sent très proche, mais en réalité, tellement loin, parce que les remarques peuvent oui, faire mal, pour dire la vérité. Donc, mais pour ce qui me concerne, cela n'a véritablement, en fait, jamais été un obstacle de taille à mon épanouissement professionnel. Ce qui a été important pour moi tout le long a été de ne jamais perdre de vue ma vision. Je suis arrivée ici en tant que directrice marketing et communication d'une société de la place. J'ai été licenciée après et c'est ce qui m'a poussée à créer mon entreprise au Mali. Donc, les objectifs étaient très clairs et je me suis toujours focalisée sur ce qui devait être ma vision et ce qui devait être mes objectifs à atteindre les années à venir. Et ce qui devait être ma trajectoire. Et en gros, cette trajectoire n'a été rien d'autre que celle de la résilience, qui est cette capacité-là qui puisse arriver et à rebondir à chaque fois que l'on tombe et quelle que soit la douleur du choc. Et Madame Valérie le disait tout à l'heure, c'est très difficile d'être entrepreneur femme au Mali. Même pour moi qui n'est pas forcément féministe et qui n'a jamais forcément réfléchi en tant que femme. Je me suis toujours refusée à réfléchir en tant que femme parce que je me suis toujours dit, en réfléchissant en tant que femme, on se marginalise. En se marginalisant, c'est là où on crée forcément et naturellement des barrières et des obstacles. Et je pense que c'est ce qui, en soi également, a aussi beaucoup contribué à forger cette capacité de résilience-là, qui, en tout cas pour moi, est très importante pour tout entrepreneur, qui puisse être une entrepreneur femme. Il est vrai qu'en tant que femme, au Mali, il faudra beaucoup, mais beaucoup travailler sur soi pour éviter de se marcher dessus, de gagner le marché parce qu'on a eu la meilleure offre et non pas pour d'autres raisons. En fait, on le fait. Ici, la femme, en fait, est naturellement fragile. La compétence ne fait pas forcément sa réussite. Son réseau professionnel ne l'est pas que. La femme devant être soumise, diriger et manager des hommes peut en réalité s'avérer très, très difficile pour elle. Et j'en sais personnellement quelque chose. Depuis 10 ans, c'est le turnover, mais à la limite permanent. La moyenne de vie de mes collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est 2-3 ans. Et je pense que mon caractère y est pour quelque chose. Et donc, c'est très, très difficile. Bon, après, ce qu'il faut reconnaître d'autre part, c'est comme la femme est considérée aux yeux de beaucoup et peut-être de tous, finalement, comme étant fragile et souvent victime de persécution. Et il y en a qui se positionnent comme défenseurs et qui se donnent comme le droit, comme le devoir, comme l'obligation de devoir aider ces femmes-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour les aider à évoluer, pour les accompagner, les aider à avoir les marchés de la façon la plus claire, la plus simple, la plus limpide et sans forcément passer par des voies douteuses. Donc, je pense que pour une femme, le maître mot, en tout cas dans ce domaine-là, devrait être la compétence, devrait être la rigueur, devrait être la foi en soi et se dire, quoi qu'il puisse arriver, nous naissons libres et égaux. Donc, il n'y a pas de raison que les hommes puissent
en tout cas, mieux réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat que nous. Bon, quand j'arrivais en 2011, il y avait peu de femmes qui dirigeaient voilà, des agences de com. Depuis quelques années, il y en a quand même beaucoup. Et je m'étais dit que non, on avait dépassé ce stade-là, mais je me rends compte qu'on est encore à la traîne et qu'il y a certainement beaucoup de travail à faire encore pour pousser davantage les femmes. Merci beaucoup, Fatou. Après, juste pour compléter, Oui. c'est pas les mêmes chiffres dans l'informel. Dans l'informel, il y a énormément de femmes, énormément. Exactement. Voilà. Donner la parole à Mahamadou Cissé, qui est le président du CNJ France. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que met en place le CNJ France, en tout cas pour favoriser l'implication des femmes et des jeunes de la diaspora au Mali. C'est un privilège. Quand je vois un peu l'offre de ces panels, il y a certains d'entre vous que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé, et d'autres que j'apprécie de loin. Donc, je suis très heureux d'être là. Et d'ailleurs, c'est aussi bien, sans aucune prétention, d'avoir ces regards un peu, je ne serai pas opposé, mais de l'autre côté, ces regards masculins, parce que je suis convaincu que les femmes n'arriveraient à s'imposer, ou en tout cas à avoir toute la place qu'il leur est due dans nos sociétés, qu'avec les hommes avec eux, en fait, qu'en ayant les hommes aux côtés d'eux, c'est-à-dire leurs frères, leurs maris, leurs papas. Ça doit être notre combat à nous aussi. Voilà, ça ne doit pas être les hommes contre les femmes. Les femmes, ce serait même plus, pour moi, cohérent que les hommes prennent un peu le flambeau de cette lutte en disant que les femmes, elles ont toute leur place dans nos sociétés et encore plus dans le milieu entrepreneurial parce que naturellement, elles sont des entrepreneuses et d'une manière formelle, on ne doit pas forcément les favoriser au détriment des hommes, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là et de porter cette voix. Je ne vais pas me mêler les pinceaux. En tout cas, pour revenir au niveau du CNJ, le CNJ, c'est le Conseil national de la jeunesse malienne de France. Donc, c'est une structure qui parle au nom de toute la jeunesse. Voilà, que ce soit des femmes, des hommes. Donc, du coup, nos actions sont plutôt orientées jeunesse. Il y aura toujours des spécificités qui peuvent s'adresser qu'aux femmes, notamment le 25 novembre, on a initié des actions pour lutter contre les violences conjugales ou autres. Mais ça, c'est des actions ponctuelles. Maintenant, en parlant d'entrepreneuriat, il n'y a pas d'action spécifique qui est orientée vers l'entrepreneuriat des femmes. Mais moi, de par mon parcours personnel, j'ai eu à travailler avec pas mal de femmes entrepreneurs. Peut-être je vais taire les noms de quelques-unes ici, mais qui aujourd'hui ont un certain succès au Mali, qui entreprennent beaucoup. Donc, j'ai été plus ou moins l'audience, ou en tout cas, j'ai assisté à quelques difficultés qu'elles ont eues quand elles ont décidé de rentrer au Mali, quand elles ont décidé d'entreprendre. Et ces difficultés sont plus ou moins dues un peu à notre société, qui n'est pas forcément prête souvent de voir les femmes avoir des ambitions, les mêmes ambitions que les hommes, ou un peu plus même par moment. Valérie en parlait, nos sociétés sont un peu différentes. Ici, la question ne se pose même plus qu'une femme soit chef d'entreprise ou quelle est l'ambition. Mais au Mali, on va tout de suite la voir comme prétentieuse, on va peut-être la voir comme gonflée parce qu'elle tient tête, parce qu'elle arrive à marcher pour le droit, tête haute, parler. Donc ça, c'est juste des codes qui peuvent changer d'une société à une autre. Mais il faut le reconnaître, quand une femme réussit, tout de suite, on se pose la question. Elle est mariée à qui? Elle est arrivée ici comment? On oublie complètement ses compétences qui ont pu l'amener là où elle est. Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent être gommées avec les temps. Et surtout, si vous donnez la parole à des hommes qui ont compris cette idéologie, ça va encore plus impacter nos pères, que ça soit aussi porté que par des femmes. Maintenant, en écoutant ces différents parcours, très honnêtement, je me dis, on a encore du chemin, parce qu'à chaque fois, il y a eu des péripéties, elles ont été confrontées plus ou moins à des problèmes. Fatou Faye, que je connais, a parlé un peu de son intégration au Mali, où elle est vue comme une étrangère. C'est un regard qui est partagé dans beaucoup de pays, mais encore plus accentué quand tu es une femme. Voilà. Maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de voir un peu, avec toutes ces difficultés, comment vous êtes arrivé à les surpasser. Quelles étaient vos techniques ou vos astuces pour vos sœurs qui sont peut-être membres de ma structure, qui souhaitent rentrer au Mali, qui souhaitent entreprendre, puissent s'en inspirer et voir ne pas connaître les mêmes difficultés que vous. Voilà, je suis plus ici pour vous écouter, apprendre et surtout être aussi un porte-drapeau après ces webinaires
pour toutes les jeunes femmes qui voudraient entreprendre, dire qu'elles étaient avec des grandes dames qui ont réussi à dépasser ces difficultés et qu'elles pourront le faire également. Donc, Fatou Faye, oui, quel conseil, en tout cas, pourriez-vous donner à des jeunes qui sont à l'extérieur, qui souhaitent venir pour pas tomber, en tout cas, et être confrontés aux obstacles que auxquels vous avez fait face? Oui, merci Abi et à Mohamedou pour la question. En fait, pour moi, la démarche, elle est très simple, hein. Il faut apprendre à se fondre dans la masse. Je me souviens, en début d'année 2020, on avait, avec un groupe dans lequel je fais partie, on avait une audience avec le président de la République. Et quelques semaines, quelques jours avant, il y avait une grosse discussion parce que, bon, à un moment donné, je pense que par rapport aux agréments pour les agences de communication, il avait été, en tout cas, très mal compris que la loi aurait dit que pour diriger une agence de com au Mali, il fallait être de nationalité malienne. Et donc, pour cette raison, moi, j'avais reçu, disons, un courrier du ministère qui me disait qu'il n'était pas possible de m'octroyer l'agrément parce que tout simplement, je n'étais pas malienne. Et donc, au cours de cette audience avec le président Ibeka, quand je suis arrivée, je pense que, voilà, un de mes collègues, c'était juste pour me taquiner, hein, qui me lance, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour les Maliens, on a convié que les Maliens. J'ai rigolé en disant que, parce que je me considérais également comme malienne, que j'étais là. Je pense qu'au-delà de tout ça, il faut faire fi du regard que l'autre a sur vous et il faut apprendre à se fondre dans la masse, il faut apprendre à s'adapter, il faut apprendre à accepter le fait qu'on puisse nous regarder comme étrangers. Mais apprendre à accepter le fait qu'on puisse nous regarder comme étant un étranger ne signifie pas se comporter comme tel. Je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut être avec les autres. Il faut apprendre à les connaître. Il faut apprendre à les accepter et surtout éviter de les juger. Parce que cette cohabitation fondée et basée sur le jugement qui fait en réalité notre exclusion. Et je me suis toujours refusé ce comportement-là et j'ai toujours accepté à l'autre la possibilité et le droit de me considérer comme étant un étranger, une étrangère, mais j'ai toujours refusé de me comporter comme une étrangère. Et je pense que c'est important et c'est comme ça que les gens finissent par vous adopter, par vous accepter et vous considérer comme étant un des leurs, une des leurs. Exactement. Merci beaucoup Fatou Faye pour ces propos. Du coup, je vais rebondir en posant une question à Fatoumata Sango. Il y a Fatou Faye qui a parlé d'exclusion. Est-ce que vous pensez que l'exclusion des femmes dans l'entrepreneuriat ou même sur le marché du travail peut-être expliquer toute l'économie informelle, en tout cas dans l'entrepreneuriat informel qui existe au Mali? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet? En fait, j'aime bien le lien que tu viens de faire entre les deux. Et la réalité est que, en fait, le secteur informel fait partie de l'ADN de notre société, tout simplement. C'est pour ça que c'est vrai que ce que j'ai dit au début, c'était placer le contexte. Et je suis contente que ça a apparu un peu dans toutes les interventions, d'une manière ou d'une autre, hein, sous différentes formes. Et ces activités, en fait, génératrices de revenus, ces activités un peu d'entrepreneuriat de survie, on va dire, c'est vraiment une des caractéristiques de la société africaine et malienne. Donc, c'est pas que c'est la conséquence, parce que l'informel a toujours été là, en réalité. Maintenant, ce qu'il faut justement, c'est combattre et faire face aux défis de cette exclusion-là des femmes, de leur marginalisation. Et comme on l'a dit, voilà, les dames ont bien expliqué, ont parlé dans leurs interventions de leur cas, de leur situation actuelle et leurs ressentis. Et donc, ce sont ces solutions-là, en fait. Maintenant, il faut que, au sein de la société, tout le monde joue son rôle. Il faut que les décideurs jouent leur rôle et que réellement, on passe du stade des beaux discours et de la simple volonté politique à l'action politique réellement.
et que cette action politique intègre en fait les femmes. Ensuite, il faut que, au niveau de la société civile, que tout le monde se préoccupe de cette question-là. Parce qu'il n'y a pas de secret. Les femmes, c'est une frange majoritaire de notre population. Et on ne peut pas, en fait, se développer, on ne peut pas parler d'autonomisation en laissant en marge cette majorité-là et cette frange majoritaire de notre société. Donc, il faut que tout secteur confondu, tous ceux qui, tous les acteurs de la société civile puissent avoir un œil, et ce serait bien que dans l'idéal, tout le monde soit comme Mamadou Cissé. Et vous avez écouté son discours tout à l'heure, c'est un he for she, comme le dirait ONU Femmes. Donc, en fait, les hommes, les femmes, les acteurs de la société civile, donc au-delà des gouvernants, il faut qu'ils puissent s'intéresser à la problématique vraiment de l'autonomisation des femmes, du leadership à donner et la place en fait à donner à ces femmes-là. Et j'aime bien le regard tout à l'heure de Madame Valérie. Elle a commencé par répondre à la question de manière très objective. Pour elle, il n'y a pas de différence hommes et femmes dans l'entrepreneuriat, et elle a expliqué pourquoi et plutôt qu'est-ce qu'il fallait faire à peu près. Ensuite, dans son intervention, elle a quand même reconnu sur le terrain au Mali, il y a des difficultés, et ça a été dit par d'autres après elle. Donc, ça prouve bien justement le contraste de cette situation et de ce contexte dans lequel nous vivons, qui est que normalement, en fait, dans la normalité, c'est ce qu'elle a décrit au début. Il ne devrait pas y avoir de différence, en fait, n'eût été les différences en termes de compétences, en termes de résultats, en termes de preuves à faire sur le terrain. Mais malheureusement, la réalité est qu'il y a d'autres différences qui sont là, qui sont les obstacles dont j'ai parlé au début de mon intervention, et les autres ont décrit aussi, en étant chef d'entreprise elles-mêmes, les réalités qu'elles vivent. Et ces réalités sont là. Donc aujourd'hui, il faudrait que toute la société s'engage pour pouvoir en fait faire face à ce défi-là, réussir ce défi. Et j'avais parlé donc des gouvernants, de la société civile, mais surtout les femmes. C'est là où le leadership entre en compte. Il faut que les femmes elles-mêmes en fait prennent conscience que au-delà de l'informel, il faut maintenant quitter ce stade-là pour se formaliser, pour s'orienter vers des vraies activités génératrices de revenus, pas seulement, mais créatrices de richesses pour l'économie. Donc, qu'elles se projettent dans une vision où elles prennent toute leur place dans l'économie. Parce que la réalité est que, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que il est prouvé qu'en Afrique, partout, par rapport au monde entier, en Afrique, les femmes, elles jouent un rôle plus crucial et plus important dans l'économie au sens large. C'est la réalité. Et pourquoi? Parce que justement, l'économie aujourd'hui a compris qu'on ne peut pas mettre de côté l'informel, que l'informel fait partie aussi de cette économie-là. Malheureusement, ils n'arrivent pas à l'appréhender et à mesurer de manière précise, mais elle fait tellement partie aujourd'hui, après toute une longue période de déni et d'indifférence pour ce secteur informel, ben les autorités et les décideurs ont compris qu'il faut faire avec. Et aujourd'hui, la tendance est plutôt de structurer et de formaliser ce secteur informel-là. Donc, vraiment, ça fait partie de notre ADN. Ça a une place déjà très importante, et mon rêve, c'est que vraiment on puisse transposer tout le dynamisme des femmes du secteur informel et le transposer dans le secteur formel. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter pour la société en termes d'émancipation, également pour un pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous savez, on a un grand défi qui est là face à nous, c'est la croissance démographique. On a ce fameux dividende démographique que tout le monde dans le monde entier prend comme menace aujourd'hui quand on parle de nos pays africains. Et ce n'est pas dû à autre chose. On a une moyenne de natalité qui est estimée à 6 enfants par femme. Et malheureusement, le taux de mortalité est stable, mais pas le taux de natalité. Enfin, le taux de natalité n'a pas diminué, mais la mortalité, le taux a diminué. Donc, on se dirige vers ce dividende démographique qui est inévitable. Donc, c'est à nous, en fait, de le transformer en opportunité et de pouvoir déjouer un peu ces statistiques-là. Et je suis profondément convaincue qu'en développant l'entrepreneuriat de cette frange majoritaire, donc les femmes et les jeunes, ça va constituer une solution très viable face à notre développement. Et ce développement-là, quand on crée des sociétés prospères, on crée de la richesse,
Mais en fait, tout découle de là. Parce que c'est ça qui permet d'avoir des sociétés épanouies aussi culturellement, socialement, politiquement, sur tous les autres aspects. Là, j'aimerais bien entendre Mayouti Baradji pour qu'elle puisse rebondir sur cette question d'autonomisation de la femme et qu'elle nous dise en fait comment, à travers son projet, en tout cas, elle contribue justement à cette émancipation. Donc, comme je le disais précédemment, nous, pour aller dans le sens de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes, au sein de la maison de l'Hibiscus, nous, ce qu'on a fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire mûrir cette culture de l'épargne. Et en plus de ça, comme je disais, ça, c'est une petite étape dans ce long processus, faciliter l'accès aux informations, aux droits des femmes, vers où elles peuvent se tourner. Pas plus tard qu'hier, moi, j'étais encore avec là, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé il y a moins de 24 heures. J'étais avec une jeune femme qui m'a aidée pendant 2 jours à réaliser des petites concoctions. Et elle me dit, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. J'ai juste besoin de 300 000 francs CFA. Je ne sais pas où aller, vers qui aller pour avoir ces sous. C'est vrai que moi, du coup, je ne savais pas vraiment, je sais qu'il y a l'ONU Femmes Mali, mais ici au Mali, c'est vrai que je ne savais pas vraiment vers qui l'orienter. C'est vrai qu'elle avait des lacunes pour s'exprimer un petit peu en français. Après, on est au Mali, donc elle peut le faire en bambara, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, je ne savais pas vraiment réellement vers quelle institution l'orienter. Et hier après-midi, moi, j'ai eu un rendez-vous avec un de mes partenaires, donc Agribio Mali. Et je me suis dit, il y a DP qui m'a soumis l'idée et qui m'a dit, il faudrait aller avec Fatim. Et donc, je me suis rendue à l'entretien avec Fatim et j'ai parlé de son savoir-faire. Et là, Marietou, donc la vice-présidente de Agribio Mali et de sa structure qui s'appelle Kemea, me dit, voilà, il y a les institutions, est-ce que vous faites au niveau entrepreneurial, donc de vouloir travailler, de travailler avec des femmes. Il y a aussi voilà, plein de structures qui vont en ce sens, mais elles-mêmes, déjà les femmes africaines d'ici, elles se sont regroupées, elles ont un groupe WhatsApp où elles s'entraident entre elles en fait, où elles se disent, voilà, il faut que tu passes par telle étape. J'ai été touchée par ça, elle m'a dit oui tout de suite, je prends son contact, je vais voir ce que je peux faire avec elle, on va l'intégrer dans le groupe. Il faut absolument que tu te constitues, que tu aies un statut. Il faut que tu te constitues que tu sois micro-entrepreneuse en fait. Et donc de là, de fil en aiguille, on a discuté. Et moi, je lui ai dit, moi, au sein de ma structure, ce que je peux faire, en tout cas, parce que c'est un de nos objectifs, c'est avec les revenus que ça va générer, eh bien, il faut que tu prennes l'habitude, tout simplement, de dire je mets un petit peu de côté. Je mets un petit peu de côté, il faut te priver, il faut apprendre à te priver pour pouvoir atteindre tes objectifs, acheter ton matériel, et ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas commencer de toute façon un projet entrepreneurial sans avoir un minimum de fonds. D'accord. Merci Mayouti pour être aller plus en profondeur, en tout cas sur cette question-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Sokona pour qu'elle puisse aussi nous donner un peu sa vision. Je pense que oui, il y a différentes manières d'accompagner et peut-être que j'essaierai de donner un exemple, mais c'est vrai qu'au cours de mon expérience dans mon entreprise de communication, j'ai toujours essayé de former des jeunes hommes, des jeunes femmes, et je pense que la formation, et surtout pas simplement théorique, mais pratique, accompagner des gens dans l'acquisition de compétences et de connaissances dans un domaine spécifique qui était le graphisme et le design, et les accompagner aussi dans des projets personnels et qui pourraient entreprendre. Voilà, j'espère, on a grâce à ces formations, ces accompagnements, pu développer des vocations, voilà, avec des gens qui ont poursuivi le travail dans le domaine du design et du graphisme, et aussi des personnes aussi qui ont aussi des jeunes filles avec qui j'ai travaillé lors de mes activités à l'UNESCO, qui ont poursuivi aussi leur travail dans ce domaine. Et je pense que effectivement, essayer de former ce processus un peu de cooptation, d'essayer de faire intégrer des femmes dans des différents réseaux et
je pense que ça peut être une bonne manière d'apporter sa pierre à l'édifice et de permettre aux femmes de renforcer leurs compétences, mais aussi de pouvoir développer des projets personnels. Merci Sokona pour cette... Comment? Je dis merci à vous. En tout cas, ce que vous avez dit, en fait, m'a fait penser à une chose que j'avais lue dans un rapport de la Banque mondiale qui s'appelle les bénéfices de la parité, où justement, il y a plusieurs solutions, en fait, qui sont préconisées par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Et une de ces solutions, justement, c'est vraiment de supporter et de favoriser l'accès à des nouveaux réseaux pour les femmes, pour encore plus faciliter l'expansion de leurs entreprises. Parce qu'ils se sont rendus compte à travers leurs recherches que les entreprises qui sont portées par des femmes avaient une croissance moins élevée que celles portées par des hommes. Et cela a été expliqué en partie au fait que justement il y avait moins de réseaux. Juridiquement aussi, il y a quelque chose qui joue sur ça. L'accès aussi au financement n'est pas le même. Donc, c'est vrai que l'accès au réseau, essayer de développer des programmes de mentorat, etc., pour en tout cas aider ces femmes-là, ça pourrait être vraiment une bonne chose et je pense que c'est une bonne vision. Et ce serait bien que le gouvernement, en tout cas, et les institutions, concrètement, en plus de la théorie, en tout cas, puissent vraiment accompagner toutes ces porteuses de projets. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Aminata Conté pour qu'elle puisse nous donner en tout cas son regard de ce partage et de cet apport en tout cas par rapport à son projet, parce que c'est aussi un transfert, on va dire, elle démontre son leadership, mais elle, c'est au sein de sa famille, puisque sa famille est impliquée et la supporte au quotidien dans son projet. Donc, premièrement, son papa, si je ne me trompe pas, et du coup, toute la famille travaille dans le cadre de son projet sur l'agriculture. Donc, est-ce que, Aminata, vous pouvez un peu nous donner, aller en profondeur en tout cas sur cette question-là Oui, du coup, je suis leader au sein de ma famille pour porter ce projet parce que, bien sûr, dans ma famille, il y a pas mal de gens qui sont en activité, il y a les raisons familiales et professionnelles qui les forcent à rester pour le moment en France. Pourquoi pas pour la suite venir me rejoindre sur place. Mais moi, j'avais vraiment cette opportunité-là. Après mon licenciement économique, j'avais pas de raison. Et c'est vrai que le projet du Mali me tentait bien parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lors de mon voyage entre Dakar et Bamako, ça m'a vraiment marqué et je voulais vraiment faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Du coup, je me suis portée leader au sein de ma famille pour porter ce projet. Et tout le monde m'a encouragée, ils étaient tous là, emballés par l'idée. Du coup, j'ai commencé par me former aussi en France à l'école régionale des projets parce qu'il fallait le structurer. C'est une formation qui a duré 6 mois et ça m'a permis d'élaborer des stratégies commerciales, d'identifier les cibles, de vraiment savoir qu'est-ce que je pouvais proposer comme gamme de produits aux futurs consommateurs. Donc, j'ai fait cette formation-là qui a duré 6 mois. Ensuite, par la suite, j'ai été accompagnée par mon père et ma mère. On est venus ensemble le 11 septembre 2019. Et il y avait également mes frères et sœurs qui ont fait le déplacement avec nous. Ils sont restés quelques semaines. On est partis dans le champ, on a été visiter. Je leur ai montré déjà tout ce qui avait été un peu entrepris. Tous les ans, j'essaye de faire un bilan pour leur expliquer ce qui sont également un groupe WhatsApp où je leur explique l'avancement des projets. Et ça se passe bien. Dans l'ensemble, je reçois beaucoup d'encouragement de leur part et ça m'encourage encore plus à faire mieux. Et c'est vrai que c'est important. Moi, ça me touche beaucoup justement de faire ça en famille. Et il y a des garçons aussi dans ma famille, bien sûr, mais vraiment, ça me fait plaisir qu'ils me font confiance, que tout le monde est là derrière moi à appuyer justement ce projet.
Merci, merci Aminata. Là maintenant, je vais m'adresser à Fatoumata Sango pour qu'elle puisse un peu nous parler de son association, l'association qu'elle préside, et qu'elle puisse nous dire, donc au-delà, à travers son association, quelles sont les mesures et les actions en tout cas qu'elle prend pour favoriser et renforcer le leadership des femmes et des jeunes. Merci à vous, Abi. Alors, Ada, c'est vrai que c'est pas le plus important ici, mais ça peut peut-être inspirer certains qui nous écoutent. Effectivement, nous sommes engagés de manière générale sur des questions de renforcement du leadership de la jeunesse au Mali. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, jusqu'en 2010, on était très engagés sur des questions relatives à l'éducation en termes de projets de développement orientés sur les OMD, en fait, à l'époque, les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, on était dans l'éducation, on était dans la santé, on a beaucoup travaillé sur la lutte contre le Noma au Mali, le plaidoyer, la prise de conscience, de plan d'action en fait annuel sur cette question de lutte contre le Noma au Mali, la scolarisation des enfants, la protection de l'environnement, le recyclage de déchets plastiques. Bon, vraiment, c'était comment apporter notre petite contribution à des problèmes en fait communautaires, à des problèmes de développement auxquels nous faisons face, et comment mettre en fait à disposition des communautés notre engagement citoyen. Après, à partir de 2010, c'est vrai, une expérience citoyenne personnelle où j'ai eu l'honneur d'être invitée par le président Obama dans le cadre du premier forum qui a un programme maintenant qui s'appelle YALI, donc le programme de leadership des jeunes Africains, qui a été instauré par le président Obama en 2010. Donc, à l'issue de cette grande rencontre, nous avons eu une réflexion au sein de ADA, parce qu'avant de partir, on avait organisé avec l'Association pour le développement de l'Afrique, on avait invité vraiment tous les leaders, jeunes, femmes, même des leaders politiques, sur justement la question de la rencontre. La rencontre, c'était à l'occasion des 50 ans l'anniversaire de notre indépendance, en fait, des États africains. Donc, on a eu un grand séminaire à la Cité des Enfants sur cette problématique-là, où nous avons sorti une feuille de route à l'issue de cette concertation nationale, où toutes les régions du Mali étaient représentées. Donc, au retour, on a eu aussi une concertation entre nous au sein de l'association, et nous nous sommes dit qu'il faut maintenant aller au-delà des secteurs de développement, parce que quels que soient les problèmes qu'on identifie, en réalité, en dessous, il y a un problème d'engagement citoyen. En réalité, en dessous, il y a un problème de leadership réel. Quand on va dans les communautés, en fait, il faut sortir du schéma classique où c'est les autres qui viennent pour nous assister et pour nous aider à avoir des solutions à nos problèmes. Tant qu'on ne sort pas de cela au niveau même communautaire, dans les villages, dans les régions, dans nos villes, ben, on n'en sortira pas au niveau de l'État même, au niveau politique de cette assistance-là. Alors qu'on a toutes les ressources ici. On a toutes les ressources. On n'a pas besoin d'appeler à l'aide. On peut créer nous-mêmes nos richesses, on peut répondre à nos besoins et on connaît nos problèmes. Tout est connu aujourd'hui. Donc, c'est là où, à partir de 2010, réellement, on a commencé à travailler sur le leadership des jeunes en particulier et des femmes depuis 2016, des femmes spécifiquement. On a mis en place un camp qui s'appelle un camp de leadership jeune, où on invite, en fait, après sélection, des jeunes qui ont un potentiel de leadership, venus de toutes les régions du Mali, y compris Taoudeni, Menaka. Et en 2016, on a eu à orienter ce camp vers les femmes, les jeunes femmes. Donc, on a sélectionné pour toutes les régions du Mali des jeunes femmes. Et donc, elles suivent un programme, en fait, un peu, on s'inspire de ce qu'on a eu aux États-Unis durant le programme YALI. Et donc, en termes de contenu, ils ont tout ça, des formations leadership, des séminaires, des ateliers, des conférences thématiques, des formations, ça je l'ai dit, et aussi beaucoup de networking. Vous avez parlé de réseau tout à l'heure. Le réseau est extrêmement important. Et ensuite, ce sont des réseaux qu'elles commencent à construire pour elles-mêmes et qui les accompagnent en fait toute leur vie. Et l'entrepreneuriat a été un domaine particulier de ce camp. Et donc, d'ailleurs, beaucoup ensuite ont eu à réaliser leur projet entrepreneurial. Et on les a formés à cela. On les a formés
à formuler leurs idées d'entreprise, à formuler des solutions qui peuvent être en fait des entreprises, voilà, des solutions, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est vraiment répondre à des besoins en apportant des solutions et ensuite en innovant et en se différenciant, en créant de la valeur. Donc vraiment, il y a tout ça en fait dans ce camp de leadership et nous réalisons pas mal d'activités dans ces différents domaines de leadership, d'entrepreneuriat. Et je ne citerai pas de nom, mais aujourd'hui, ces jeunes, ils se reconnaissent, ils sont membres du réseau ADA. Ils ont participé à ces différents camps qui a commencé en 2011 et c'est des jeunes aujourd'hui qui font l'écosystème citoyen, entrepreneurial, qui sont très engagés et même dans les entreprises aussi. Donc, voilà, qui sont devenus des managers, qui sont ceux qu'on appelle aujourd'hui des jeunes leaders du Mali. Voilà, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Fatoumata, pour en tout cas pour cette expérience et bravo aussi à vous pour avoir mis ces choses en place parce que beaucoup de jeunes ont besoin justement d'avoir un petit levier et pour pouvoir s'exprimer et puis montrer en tout cas au monde entier de quoi ils sont capables. Donc là, je vais donner la parole juste avant de passer aux questions. Je vais donner la parole à Mahamadou Cissé pour qu'il nous parle un peu lui aussi de sa vision. Il nous a dit tout à l'heure qu'il lui aussi il a été amené à travailler avec pas mal de femmes, qui nous parle de sa vision sur les choses à faire et comment, en tout cas, le gouvernement malien pourrait être impliqué dans ça. Et juste après ça, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On enchaînera avec une question qui a été posée par Alimatou à Valérie. Elle a répondu, mais j'aimerais bien qu'on y aille un peu en profondeur. Donc, la parole est à vous, Monsieur Cissé. Merci beaucoup, Abi. J'ai écouté avec passion les différentes interventions. J'aimerais juste revenir sur quelques points. Quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on disait tantôt qu'il n'y avait pas de différence entre une femme et un homme qui entreprend, mais il faut aussi qu'on prenne en compte les spécificités de nos sociétés. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire sur les mentalités. C'est tout comme l'éducation des filles. En fait, c'est la logique simple que les filles aillent à l'école au même titre que les garçons. Mais pourquoi on a le besoin de faire des campagnes de sensibilisation, de faire du lobbying pour qu'on laisse les jeunes filles aller jusqu'au bout de leurs études? C'est à Bamako, on n'en est pas conscient. Mais moi, je suis d'un village, je suis villageois à la base. Donc, je vois un peu les femmes arrivent, les jeunes filles arrivent en 6e année, elles sont déscolarisées. Donc, c'était l'un de mes combats, en tout cas, dans ma localité. Donc, ça, c'est sur le plan de l'éducation. Maintenant, sur le plan de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut faire ce même travail-là, changer les mentalités petit à petit, dire que les femmes peuvent être chefs d'entreprise au même titre que les hommes. Et ce travail, c'est sur la durée. On ne verra pas le résultat maintenant, mais l'entrepreneuriat féminin ne s'arrête pas qu'à Bamako. Dans la ruralité, c'est quelque chose qui peut être très, très difficile. Même si on a des organismes comme ONU Femmes, Fatoumata disait tout à l'heure, qui entreprend des actions dans ce sens-là pour encourager les femmes à entreprendre. J'avais été approché dans ce sens-là, comme Abi, vous le disiez tout à l'heure, j'ai créé Ficasso. Ficasso, c'est une plateforme qui livre des plats, mais aussi des courses. C'était comment référencer les femmes qui sont dans l'agro-business sur ma plateforme. J'étais prêt à faire du rabais, en tout cas sur les commissions que j'ai prenées sur ces femmes. C'est pas pour me flatter ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment dans cette logique. Même au sein de mon entreprise, les femmes sont mieux payées que les hommes parce que je trouve que c'est un travail difficile de livrer des plats à moto et les jeunes filles qui osent faire ça, je les encourage. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir les choses de cette manière-là, de mettre en place des mesures incitatives pour que les femmes puissent oser entreprendre encore mieux que les hommes. Et pour revenir un peu sur le cas de la diaspora, c'est la même chose. Je pense que l'UIDA, l'Union des ambassadeurs, fait ce travail incroyable, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à réfléchir. On arrive à réfléchir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour inciter ces femmes à rentrer. Quand elles rentrent, qu'elles ne soient pas confrontées aux mêmes difficultés que les premières, par exemple. Donc, la réflexion doit venir de ces niveaux-là. On peut toujours attendre tout du gouvernement, mais il faut qu'on arrive à être force des propositions, aller les voir en disant, écoutez, c'est ça qu'il nous faut. Nous, on pense qu'en mettant de telles mesures en place, ça peut impacter sur l'entrepreneuriat féminin et créer des emplois. Et Fatoumata, pour l'avoir croisé dans des groupes de travail, c'est une personne ressource pour pas mal de structures qui propose des idées au-delà même du cadre d'être une femme, mais qui a une vision globale pour cette jeunesse de la diaspora qui veut rentrer au pays. Donc, j'ai répondu sur la question de Diadier, du coup, avec ta permission, Fatou, qui disait ce que le ministère a prévu. J'en ai pas parlé, mais bon, depuis peu,
je suis chargé de mission au sein du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur les questions de coopération. Je n'aurai pas de prétention en disant qu'il y a des grandes mesures qui sont mises en place. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un ministre qui est jeune, qui est à l'écoute, qui est ouvert. Donc, on peut toujours réfléchir à des propositions, aller le voir. Et je suis sûr que moi, à mon humble niveau, j'appuierai pour que ça soit pris en compte dans les calendriers du ministère. Il y a des choses qui se font, il y a des bourses qui sont octroyées à des femmes dans le cadre de la couture ou encore dans d'autres métiers où les femmes excellent, mais pas que, on doit aller au-delà de ça. Mais voilà, pour ne pas monopoliser la parole, nous devons être forts de propositions en allant voir les gouvernants en disant voilà ce qu'il nous faut et voilà comment les mettre en pratique. Et l'UDA doit servir à ça également. Donc, on va passer aux questions. Et j'avais vu une question dans le chat et j'aimerais bien que Valérie Belver puisse peut-être approfondir sa réponse. Donc, la question d'Alimatou qui concernait le CNPM. Est-ce que le CNPM travaille sur les questions de la place de la femme dans les entreprises? Si oui, à travers quelles actions? Je suis pas une spécialiste sur ces questions-là parce que je sais qu'il y avait des projets sur lesquels était le patronat. Moi, je m'en occupais pas parce que c'était les permanents. Moi, j'étais vice-présidente, donc pas permanente au CNPM. Il y a eu des choses avec ONU Femmes. Il y a eu des manifestations, il y a eu des choses qui sont faites, des partenariats avec ONU Femmes, ça je l'ai dit. Et le procès, il y a eu des financements de projets, notamment dans l'agriculture et hors de Bamako pour soutenir des projets de femmes qui ont créé justement des petites structures dans l'agriculture. Après, honnêtement, j'ai pas plus d'éléments que ça. Je sais qu'il y a eu des choses et ça tourne autour de ces deux pôles-là, je pense. Donc, on a une autre question du coup pour Fatoumata Valérie Emmanuti. Alors, concrètement, comment inciter les femmes à se formaliser et se professionnaliser dans leur business, surtout quand beaucoup n'ont pas un niveau scolaire élevé? Non, la formalisation en tant que telle, c'est vrai que ça doit être une volonté politique, à mon avis, déjà. Donc, c'est vrai que les organes du secteur privé dont font partie le CIEM, le CNPM, le REAO, etc., on milite beaucoup pour essayer d'élargir cette assiette fiscale, de combattre l'informel, mais le gros informel, on ne parle pas des vendeuses, etc., on ne parle pas de cet informel-là qui régule un peu la société. Il y a deux types d'informel. Mais il existe des formes juridiques quand on crée son entreprise qui ne sont pas contraignantes, qui permettent de se formaliser. Bon, après, il faut aller voir auprès de l'API qui fait un bon travail à ce niveau-là. On ne va pas à l'API pour créer qu'une SARL, une SA. On a aussi des petites entreprises individuelles, etc. Donc, on peut déjà se formaliser à travers c'est déjà un premier pas juridique, on va dire. Voilà. Après, en termes de professionnalisation, on connaît le secteur de la formation professionnelle au Mali. C'est quand même là, beaucoup de gens y travaillent, beaucoup de gens se mobilisent. On sait, et j'enfonce une porte ouverte en disant qu'on forme depuis longtemps au Mali des gens à des métiers dont on n'a pas besoin au Mali. Donc on est en train tous de travailler là en se disant nous avons besoin de formations professionnelles qui répondent aux besoins de nos entreprises, de notre secteur privé. Si on veut industrialiser le pays, qui est quand même un objectif number one pour développer la richesse, et pour transformer nos matières premières et consommer du Mali, il va falloir que cette vitesse se fasse. On est dans un contexte qui n'est pas facile en termes de formation et en termes de coaching. Donc, on utilise en fait l'environnement qu'on a aujourd'hui avant que se mettent en place des vrais process et une vraie restructuration de la formation professionnelle au Mali qui est une grosse demande du secteur privé, mais qui ne pourra pas se faire sans une vraie volonté de l'État. Je vais du coup la même question à Manuti par rapport au fait de se formaliser, se professionnaliser dans le business et comment, en tout cas à travers la maison de l'Hibiscus, je sais que vous travaillez avec des partenaires locaux qui favorisent aussi cette émancipation des femmes. Comment, en tout cas, on peut les inciter à sauter ce pas?
je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les mentalités, hein, comme le disait Mamadou et comme je l'ai écrit. C'est quelque chose qu'il faut travailler à la base. Ces femmes, elles ont besoin de croire en elles, de croire que leur projet, enfin, il faut déjà qu'elles croient en leur projet, mais que nous aussi, on leur donne la possibilité de réaliser, de croire en leur projet. Donc, après ça, il y a aussi le gros problème lié au niveau scolaire. Il y a un gros problème lié au niveau scolaire et comme l'a dit Valérie, je pense qu'on peut partir sur, enfin, en tout cas nous, issus de la diaspora, sur tout ce qui est échange de compétences ou de parrainage ou de marrainage. Donc, prendre une personne, entre guillemets, sous sa coupelle et voir avec elle évoluer, l'accompagner dans son évolution. Donc ça peut être des solutions qui pourraient permettre de pallier un certain nombre de choses, mais ça ne répondrait pas à tout non plus, à tous les problèmes, quoi. Merci Manouti. J'ai aimé ce que vous avez dit par rapport au mentorat, au parrainage, au marrainage pour justement faire ce transfert de compétences. Mais là, en fait, vous avez plus parlé d'échange et j'aimerais vraiment peser le mot sur le mot échange parce que pour moi-même, étant installée au Mali depuis maintenant 6 ans, bon, ça fait 1 an que je suis en année sabbatique, on va dire, on se rend compte, et souvent on le retrouve beaucoup dans les récits de franco-maliens, on l'a vu lors de la toute première conférence en ligne, on pense, quand on vient, on se dit, oui, on a beaucoup de choses à donner, mais on se rend compte que quand on vient, on reçoit 3 fois plus qu'on donne. Toutes les opportunités, en tout cas personnellement, que j'ai eues au Mali et en Afrique, hein, ça m'a fait voyager. Vraiment, Dieu merci, je sais qu'en France, je les aurais jamais eues. J'ai pu côtoyer des personnes, être investie dans des projets auxquels peut-être en France ou en Occident, ça m'aurait pris peut-être 15 ans, voire 20 ans, en tout cas, à avoir ce type de responsabilité, à avoir ce genre, en tout cas, de place et être aussi impactante au sein d'une, en tout cas, de projet. Donc là, vraiment, je pense, je vais rebondir maintenant sur Fatoumata Sango, peut-être qu'il y aurait justement une action à faire, peut-être, pourquoi pas, avec l'ADA, justement sur ce côté échange, vraiment créer, je sais pas, des binômes de Maliens qui sont issus de la diaspora et qui viennent se mettre avec des jeunes Maliens qui vont les aider parce qu'ils nous aident au niveau de l'acceptation des codes, la compréhension des codes, etc. La culture, parce que c'est vrai qu'on a été baigné dans la culture malienne étant en France à travers nos parents, mais parfois ça se fait pas à la même intensité. On a quand même été baigné aussi dans la culture française, donc c'est un peu, on va dire, aléatoire. Et donc là, quand on vient compléter, on vient parfaire en tout cas cette culture malienne qu'on a et qu'on aime. Et le fait, en tout cas, de le faire avec nos frères maliens, en tout cas, qui sont sur place, ça peut vraiment faire quelque chose de magnifique. On va poser une question à Sorona. Donc, quels sont les leviers au niveau d'action culturelle pour atteindre les objectifs? Est-ce qu'une campagne de communication nationale n'est pas nécessaire? Oui, effectivement, pourquoi pas faire une campagne de communication? Je pense que ça peut être intéressant de présenter des success stories, de présenter, de faire une large campagne de communication sur les médias et présenter des femmes, leur parcours. Ça peut inciter des vocations et ça peut aussi encourager certaines femmes qui n'oseraient pas forcément se lancer à créer une entreprise ou à s'engager dans des formations. Je dirais aussi, ça serait intéressant aussi au Mali, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure qui forme dans les métiers de la culture et de l'art et du design, et je me suis rendu compte, moi, pendant mon expérience au Mali en tant qu'agence de communication, c'était très très difficile de recruter des graphistes, des gens qui savaient faire du montage vidéo, qui étaient capables de faire des prises de son aussi de bonne qualité. Et je pense que ça serait bien aussi pour le Mali d'investir dans ces métiers
et aussi pas simplement essayer de dupliquer des formations qui seraient élaborées en Europe, mais aussi s'appuyer sur la culture, sur le patrimoine culturel, sur les spécificités culturelles du Mali pour développer des curricula spécifiques dans le domaine des arts et de la culture pour des jeunes femmes ou des jeunes hommes au Mali. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et c'est quelque chose qui manque, pas simplement au Mali. Je pense qu'au niveau régional, il y a très peu de structures qui peuvent apporter ce genre de formation, et je pense que ça peut être, ça peut permettre aussi de répondre à cette situation et d'ouvrir une autre voie de formation pour ces jeunes femmes ou dames qui souhaiteraient s'investir dans le domaine culturel. Merci beaucoup Sogona pour cette réponse. Donc, on va revenir sur la question qui a été posée à Fatoumata. Et juste après, on va passer au mot de la fin, aux conclusions, en 30 secondes chacun. Donc, Fatoumata, la question tout à l'heure, c'était par rapport comment, en tout cas, inciter les femmes à se formaliser et se professionnaliser dans leur business quand la plupart, en tout cas, n'ont pas un niveau scolaire élevé. Merci, Abby. Alors, déjà, moi, je commence toujours par ça. C'est la question d'intégration de cette volonté politique dans l'action. Voilà. C'est-à-dire que dans l'ensemble de nos programmes de développement, il faut que cette question, elle soit cruciale pour nous. Elle l'est aujourd'hui pour les bailleurs de fonds. Il faut qu'elle le soit pour nous-mêmes. Mais je pense que la prise de conscience, elle est réelle. Ensuite, c'est vraiment l'adaptation dans l'action politique nationale. Ensuite, au niveau aussi des programmes de développement internationaux, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, il faut qu'on puisse avoir de manière globale cette question de développer et de soutenir les femmes dans leur émancipation économique, dans leur autonomisation économique. Il faut aussi donc avoir une place particulière pour le secteur informel, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on enlève ce secteur informel, on voit que les statistiques chutent de manière drastique, parce que simplement, le secteur informel aujourd'hui reflète la réalité de notre économie. Donc, il faut qu'on arrive tous ensemble, je pense que ce sera le fruit vraiment des efforts et de l'engagement de tous, on arrive à les formaliser et à commencer par vraiment renforcer leurs capacités, mais leur prise de conscience aussi des femmes elles-mêmes de ce secteur-là, et que le secteur formel, secteur privé formel ne voit pas ce secteur informel comme une menace. Maintenant, pour y arriver, il va falloir quand même beaucoup travailler sur, comment dire, les obstacles, qui sont des obstacles dont on a parlé, que connaissent déjà les acteurs du secteur formel. Et en réalité, en fait, qui freinent et qui font peur à ceux qui sont dans l'informel. Donc, quel que soit le secteur, de manière générale au niveau économique et au niveau donc de l'entrepreneuriat, il faut arriver à lever ces barrières-là. Il faut créer un climat vraiment d'investissement et un climat des affaires favorable aussi à ce secteur informel, à ces acteurs qui ne sont pas à un niveau aussi important et à un niveau, en fait, même en termes de prise de conscience des enjeux et des obstacles auxquels font face les autres du secteur formel. Donc, ça va forcément passer par là, par rapport à les questions fiscales, par rapport à beaucoup de barrières que ces acteurs connaissent. Il faut qu'on puisse travailler sur ce bouton-là de la question fiscale et des obstacles que connaissent déjà les acteurs du formel, pour qu'on puisse réellement traduire en actes les discours, en fait, de passer de l'informel au secteur. Parce que les discours, on l'a dit, il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu beaucoup de plaidoyers, ils ont essayé de faire beaucoup de programmes avec les acteurs eux-mêmes de l'informel, mais tant que les actions ne seront pas là, visibles, tant qu'ils ne verront pas la traduction politique, ils ne vont pas venir. Il y aura toujours ce secteur informel parallèle. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse avoir des politiques inclusives, et ça passe aussi par des efforts au sein même du secteur privé qui ne doit plus voir un peu un chien de faïence ou en menace
ces acteurs de l'informel. Je vais donner un exemple. Récemment, j'ai beaucoup travaillé, Cissé l'a dit, et merci à lui pour le clin d'œil. Je le vois à l'œuvre depuis quelques mois de manière vraiment acharnée et engagée pour le Mali sur les questions d'emploi des jeunes et de formation professionnelle. Mais dans d'autres secteurs aussi, je m'engage en fait aux côtés d'acteurs comme ça qui ont la main à la pâte et qui sont au front pour pouvoir influer aujourd'hui sur les décisions. Et c'est vrai que c'est un engagement de longue date que j'ai, ça fait très longtemps, ça fait presque 28 ans maintenant que je suis dans le monde associatif. Donc, au niveau minier, par exemple, je prends juste un exemple. Récemment, on était avec d'autres acteurs, c'est toute une problématique en cours. On se plaint beaucoup de choses de ce secteur-là, notamment les acteurs de l'orpaillage. Ils représentent une force incommensurable pour le Mali. Mais aujourd'hui, comment arriver à les formaliser? C'est là la problématique. On continuera à se plaindre des fuites au niveau de ce secteur-là et des revenus que le pays devrait en tirer et qu'on n'en tire pas dans la réalité. Mais en fait, on ne doit pas attaquer c'est pas les compagnies minières qu'il faut attaquer. C'est plutôt nous-mêmes qu'on arrive nous-mêmes dans nos décisions politiques, donc prendre des décisions politiques pour pouvoir organiser, structurer et formaliser le secteur informel, l'artisanat minier. Et là, on verra que leur force va même dépasser celle des compagnies minières parce que eux, tout reste ici, rien ne part à l'étranger. Voilà, ouais. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il faut qu'on y arrive. Ce sera la somme d'efforts et d'engagements communs de tous, partenariats publics, privés, société civile. Et ça, pour y arriver, il faut travailler depuis la base sur le leadership des populations. Merci Fatoumata Sango pour en tout cas cette vision. Donc là, je vais demander à chacun d'entre vous de conclure en 30 secondes chacun, si c'est possible, s'il vous plaît. Donc, je vais d'abord m'adresser à Manouti et lui demander quel conseil elle pourrait donner, en tout cas aux jeunes franco-maliennes comme elle qui sont en train d'hésiter, qui sont en France mais qui hésitent. Donc oui, donc le conseil que je donnerais à ces jeunes femmes, en fait, c'est, comme je le disais tantôt, c'est peu importe le projet qu'elles vont décider de développer, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, faut faire le business plan. Voilà, faut croire en son projet, faire les formations qu'il y a à faire et se lancer. D'accord, merci. Merci. Je vais demander aussi à Valérie Belvert de tenir des propos pour conclure un peu sur des conseils, des messages d'encouragement. Moi, je dirais, faut pas non plus se faire d'illusions. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de quitter la France, de venir au Mali. On est dans un contexte qui n'est pas simple depuis plusieurs années. Le climat des affaires n'est pas à son top, on va dire. On a une fiscalité qui n'est pas forcément adaptée non plus et qui mérite d'être revue. Donc c'est pas facile. Mais finalement, on est résilient, on est là, on n'est pas parti, on a continué malgré les difficultés. On a continué à gérer nos sociétés, à continuer à embaucher des gens et à en former. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Ce que je dirais, c'est qu'après, sur les enjeux spécifiques à l'entrepreneuriat féminin, je dirais qu'en fait, la posture d'entrepreneur, elle répond aux mêmes exigences que pour les hommes, quoi. Donc, les femmes l'ont dit, les compétences, un bon projet bien ficelé, un projet innovant. Il y en a beaucoup qui se battent aussi sur les mêmes secteurs d'activité, donc c'est un petit peu embêtant. Mais un bon business plan, voilà. Après, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, ça répond aux mêmes exigences. Après, en tant que femme, particulièrement ici au Mali, je dirais, comme toutes les femmes là de tête qu'on a eues dans le panel, c'est de faire bouger les lignes, hein, faire bouger les lignes ici. Sans provocation, sans révolution, mais s'imposer et aller vers son objectif et en essayant d'avoir le moins d'interférences possibles, qu'elles soient culturelles ou voilà, on essaye d'avancer, de faire bouger les lignes, quoi. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Je vais demander maintenant à Fatou Faye de nous adresser ses mots de la fin, sa conclusion, ses conseils à ses consoeurs ou à d'autres femmes qui nous écoutent, qui souhaiteraient s'investir au Mali.
Ok, merci beaucoup Abi. Et je voudrais en profiter également pour remercier tout le monde. Ça a été très intéressant et j'ai énormément beaucoup appris de tout un chacun. Je voudrais juste insister, en tout cas, pour ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat et surtout lorsqu'on arrive dans un terrain inconnu, qu'il est très important, pour ne pas dire primordial, de chercher à connaître la culture du pays dans lequel on cherche à s'installer. C'est très, très important. Connaître les us et coutumes, connaître les pratiques qui sont acceptées, tolérées, prohibées, sans forcément chercher à être une autre personne, parce que en réalité et au final, c'est notre authenticité qui fera notre différence et c'est cela également qui fera notre valeur ajoutée. Exactement, c'est vraiment très bien dit. Merci beaucoup pour ces mots et puis pour avoir partagé votre expérience de femme, en tout cas battante. Merci sur le terrain. Je vais demander donc à Sorona Tunkara. C'est vrai, comme l'a dit Valérie, il n'est pas évident de venir s'installer au Mali, mais je pense que pour tout projet, il y a des difficultés, que ce soit ici en Europe ou en Afrique ou dans les différents domaines, et je pense qu'il faut toujours persévérer. Mon mot, ce sera la persévérance. Persévérer dans ce que vous faites, ayez confiance en vous. Si vous avez un objectif, construisez votre projet, planifiez, organisez-vous, et je pense que voilà, il y a plein de choses à faire en Mali, donc persévérance et créativité. Merci beaucoup. Donc Aminata Conté, on vous écoute pour les conseils en tout cas que vous auriez à donner à des femmes qui souhaitent s'investir dans l'agrobusiness, parce que c'est un secteur clé au Mali. En fait, moi, c'est juste le début de mon aventure, mais à travers mon expérience, j'espère vraiment que ça va inspirer d'autres femmes à se lancer dans le domaine de l'agriculture qui est très porteur. Et c'est un secteur qui pourrait favoriser aussi l'emploi des femmes. Et bien sûr, j'ai eu des soucis liés à trouver les bons contacts. J'ai eu aussi des problèmes avec des insectes, l'envahissement de notre espace par des insectes, le problème de matériel, d'irrigation, le problème de beaucoup de personnes qui quittent la France pour venir s'installer au Mali, de ressources humaines, parce que bien sûr, il y a un décalage avec la compréhension des gens ici. En fait, j'ai vraiment appris à transformer tous les problèmes en positifs, parce que pour moi, ça reste un apprentissage et il ne faut pas hésiter à développer ses compétences. Et au début aussi, je me laissais beaucoup envahir par mes émotions, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel. Comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvée confrontée au choc culturel et j'ai décidé de vraiment passer outre. Je suis rentrée en France, j'ai été me former dans le Jura, j'ai été accompagnée par des professionnels du domaine agricole. Et ça m'a permis vraiment de faire preuve de résilience et de venir avec un peu plus de stress. Et c'est ce que je conseille pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Et puis, je vous souhaite encore vraiment beaucoup de courage. Et je suis certaine que votre projet, en tout cas, est sur la voie de la réussite. Et le Mali en a besoin et nous-mêmes, on en a besoin. Je vais donner la parole à notre homme, notre intervenant sans E, pour nous donner ces mots de conclusion. Je suis très, très heureux et très content d'avoir pris part à ces panels et surtout d'avoir écouté tous ces parcours. J'ai beaucoup appris. Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, mais en tout cas, pour avoir suivi pas mal de jeunes femmes de la diaspora qui sont retournées au pays et qui aujourd'hui ont plus ou moins réussi, c'est juste, comme disait Sorona tout à l'heure, c'est la persévérance, la patience et surtout de l'humilité. C'est valable pour le Mali et pour d'autres pays, en fait, quand on vient dans un univers qu'on ne connaît pas ou, en fait, avec quel univers on a perdu un peu le contact, c'est vraiment se mettre au niveau des autres, ne pas être trop dans le jugement et vraiment, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la médiocrité, mais c'est surtout être résilient, comme on le dit, c'est vraiment les termes à la mode. Et le dernier mot, c'est nous sommes dans un pays qui connaît une crise. Comme dirait un ami Edmond de l'UNESCO, disait en chinois, le mot crise est composé de
deux choses. C'est un peu des opportunités et c'est aussi la crise qui est là qui crée ces opportunités. Donc, aujourd'hui, le Mali, on a un moment décisif et c'est là aussi peut-être qu'il faut se lancer pour changer les choses. Cette diaspora peut être vraiment la clé qui va peut-être donner un nouveau souffle au renouveau, à la reconstruction du Mali. Donc, je suis très content et merci aux organisateurs. Merci à toi, Abi. C'était excellent. Merci beaucoup, Mahamadou Cissé. Donc, c'était un panel vraiment très, très enrichissant. Il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'on pourrait encore et encore en parler. En tout cas, je vais terminer avec cette citation d'une chanson de l'artiste Kerry James qui dit apprendre, comprendre, lutter même quand on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. C'est vraiment je pense, la mentalité, en tout cas, d'un entrepreneur et surtout la mentalité d'une entrepreneuse parce qu'on doit aller toujours y aller 3 fois plus fort, vraiment aller au fond des choses et avoir toujours plus de courage que les autres. Et j'aimerais aussi partager ça avec vous, c'est que en Afrique et au Mali, plus particulièrement, personnellement, je me sens beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus audacieuse. J'ai le sentiment que tout est possible. Il n'y a pas de plafond de verre ici. On va pas m'assimiler à une minorité ethnique ou alors à la touche exotique qui va répandre sa chaleur à qui veut bien. Là, on sait vraiment que je sais que je peux réussir tout ce que j'entreprends avec bien évidemment le travail et les sacrifices qui vont avec. Hein. Ça, faut pas se leurrer comme on dit. Mais la confiance, elle est là. La confiance, elle est palpable. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on peut tout casser, comme dirait VG Dream. Et le fait, en tout cas, de venir et de mener des projets au Mali, j'ai le sentiment, en tout cas, chaque jour, de ramener la coupe à la maison. Donc, vraiment, ramenons la coupe à la maison tous les jours au Mali pour que, en tout cas, on puisse apporter, comme on dit toujours, notre pierre à l'édifice, être un pilier aussi dans le développement et la croissance de notre pays, le Mali. Donc, je vais terminer en adressant tous mes remerciements à nos partenaires et sponsors qui nous ont aidés, l'Union des ambassadeurs, dans l'organisation de ces journées. Particulièrement, j'aimerais adresser des chaleureux remerciements à Amadou Diawara qui, à travers sa plateforme Ki-Event, a mis tout le matériel, l'équipement nécessaire pour des conférences de qualité. Et donc vraiment, et ça c'est la preuve même, en tout cas, qu'avec le partage et en étant unis, on arrive en tout cas à faire de nos réussites individuelles une réussite nationale. Donc merci à tous. Et puis n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux. Nous sommes présents sur Facebook, nous avons notre site internet www.uniondesambassadeurs.com. Nous sommes présents également sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez des questions, venez vers nous. Vous pouvez nous envoyer un email à contact@uniondesambassadeurs.com. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Venez tenter l'expérience. Comme on dit, on a la chance d'avoir cette double culture. On a un pied ici, un pied là-bas. Qui ne sort pas de sa zone de confort, en tout cas ne sait pas ce qu'il vaut réellement. Donc vraiment, je nous souhaite et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour tous vos projets et passez un excellent vendredi et à très vite.